Donc, on va passer à la session de l'après-midi, donc avec une autre table ronde porte cette fois-ci sur la fabrique des modèles urbains. Alors, merci Éléonore. Bienvenue aux personnes qui nous auraient rejoints depuis ce matin. Donc, en complément de notre table ronde de ce matin qui était consacrée à l'usage des modèles, aux usages des modèles, on s'est dit que c'était peut-être important d'essayer de comprendre comment ils sont fabriqués, ces modèles. Quand il y a un peu plus de 2 ans, Gilles Ghesquière est venu nous trouver pour construire ce centre opérationnel, un des constats de départ, c'était de se dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer l'efficacité du processus autour des modèles. C'est-à-dire que les universitaires, les académiques, travaillent sur des modèles, conçoivent des modèles, font des modèles qui ne sont peut-être pas toujours utilisés ou qui sont parfois pas forcément adaptés aux problématiques des acteurs de terrain. Et de l'autre côté, il y a des besoins, des problématiques qui ne trouvent pas forcément de modèles à mettre en face. Et donc, un des objectifs de ce centre opérationnel, c'est de s'interroger sur comment essayer de faire la meilleure adéquation possible entre des problématiques des acteurs qui fabriquent, transforment la ville, et puis le monde académique qui essaye de contribuer à sa façon, et entre les deux, on va le voir, il y a un certain nombre d'intermédiaires, à construire de la connaissance qui, à un moment donné, se traduit sous forme de modèle. Donc l'idée, c'est peut-être, avec les intervenants qui sont ici, d'essayer de décrypter, de comprendre comment on fabrique des modèles urbains, quelles questions on se pose, qui fabrique ces modèles, et peut-être qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans le processus de fabrication de ces modèles. Donc, parmi les questions qu'on va essayer d'aborder, peut-être revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle, à quoi ça sert, comment les gens qui fabriquent des modèles écoutent les besoins aval, les besoins du terrain. Est-ce que les modèles sont des réponses à des sollicitations du terrain ou est-ce que c'est du push technologique, c'est-à-dire que c'est de l'innovation, de la connaissance qui est amenée vers le terrain et peut-être avec des difficultés d'adéquation. Comment les différents acteurs de la chaîne, les universitaires peut-être, mais aussi les éditeurs de logiciels, les organismes étatiques ou para-étatiques, aident à la fabrique des modèles. Quelle est l'importance, là encore, des modalités d'interface, de représentation autour des outils modèles? Est-ce qu'il faut aller vers des méta-modèles? Quelle est la place de l'IA dans tout ça? Quelle est l'économie des modèles? Parce qu'un modèle, ça coûte, et donc comment on vit de la fabrique des modèles? Ça sera un peu les questions qu'on va essayer d'aborder dans cet échange. Donc, je fais les mêmes petites remarques préliminaires que ce matin, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de diffuser une réflexion aboutie, on est en train de réfléchir ensemble, et donc on va essayer de poser sur la table un certain nombre de questionnements, peut-être que vous en aurez d'autres, et c'est l'objectif de partager ces questions pour essayer d'avancer sur ces sujets. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'aborde pas toutes les typologies, toutes les phénoménologies qui peuvent être modélisées que le propos n'a pas sa prétention à embrasser un peu toutes les problématiques. Donc pour nous aider à y voir un peu plus clair sur la fabrique des modèles, merci à nos 3 intervenants qui se présenteront comme tout à l'heure un peu plus en détail. Donc Camille Père, de l'organisme HIFER, et je laisserai Camille dire dans son bon allemand la signification d'HIFER. Jacques Moussafir, qui est conseiller Air Climat auprès de Suez Environnement, mais là encore, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière et ça sera aussi une occasion de
nous présenter un petit peu le parcours de quelqu'un qui travaille sur la modélisation, et Guillaume Sabiron de l'IFPEN, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Voilà, donc comme tout à l'heure, 10 minutes en essayant de s'y tenir de présentation successive de chacun de nos intervenants, et après un temps de discussion autour de différents sujets. Camille. Bonjour à tous. Ça fonctionne. Merci Lionel pour cette introduction. Donc, je m'appelle Camille Père, je travaille à l'Institut européen de recherche sur l'énergie, et oui, j'évite complètement l'accent allemand, qui est un institut de recherche indépendant qui a été fondé par EDF et l'université de Karlsruhe, que vous voyez qui a été mentionné là, sur la slide, et donc par construction entre la recherche universitaire fondamentale et l'application terrain. Et j'ai eu l'occasion au cours des années de travailler avec des modélisateurs et avec des décideurs. Personnellement, je travaille sur les aspects santé environnementale et économie de la santé. Donc, je ne suis pas modélisatrice. Je ne sais pas coder. Ne me demandez pas de coder, je ne sais pas faire. Et par contre, je suis à l'interface quelque part entre ce que j'appelle des fois le client final ou l'utilisateur, la personne qui veut des résultats, dans mon cas sur l'aspect santé, et les modélisateurs, développeurs, quel que soit le terme qu'on a attribué, qui, eux, développent les outils nécessaires pour arriver à ces conclusions. Et donc, par exemple, on a travaillé sur les îlots de chaleur sur la Pardieu, à tout hasard, avec la SPL Lyon-Pardieu et avec Vito, qui est un institut de recherche belge. Et l'objectif, c'était lors de la restauration, de la rénovation de la Pardieu, de voir l'impact de mesures d'aménagement. Alors, d'aménagement, c'est-à-dire, on ne dit pas détruire les bâtiments, mais on a les bâtiments et qu'est-ce qu'on peut faire autour. Donc, la végétalisation, l'état des sols et des façades, sur la localisation et l'intensité des îlots de chaleur, et donc le confort des habitants. Ça, c'est la traduction de l'objectif de client. Au départ, ce qu'on nous dit, c'est on ne veut pas que la Pardieu soit qu'une zone de bureau où les gens arrivent en tram par-dessous, montent dans leur bâtiment et repartent le soir en s'arrêtant éventuellement au centre commercial. On veut qu'il y ait un peu de vie, des gens qui bougent et que dehors aussi. Et donc, pour ça, on s'est servi de la modélisation puisque la situation n'existait pas encore. À l'époque, ils allaient rénover le quartier de la Pardieu. Et on a fait différents scénarios. C'est peut-être petit, mais si vous voulez les slides, vous voulez me demander, vous avez des références avec des éléments plus complets sur chaque étude. Différents scénarios pour voir ce que ça ferait si on végétalisait, par exemple, plus sur les températures en été. Et donc, normalement, j'ai une arme, mais non, on ne pas. Vous voyez des... Ouais, c'est pas brillant. Vous voyez des zones bleues vers le haut avec des petits ronds là, le long de la rue. C'est la rue du tram. Les petits ronds isolés, c'est les arbres. Des petits... Ouais, parfait, merci. C'était ça. Un petit peu au-dessus de la petite main, c'est les arbres. Là où il y a la petite main, c'est des arbres serrés. Donc on voit des zones de fraîcheur en bleu. On a été très original. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Plus c'est bleu, moins c'est chaud. Comme ça. Et vous voyez, on voit aussi les réflexions des surfaces claires des bâtiments à certains endroits. Et là, on voit, on a déjà touché avec un seul sujet, l'aspect bâtiment, surface des bâtiments en l'occurrence, l'aspect végétation, l'aspect confort extérieur. Et là, on parlait que de la chaleur. Mais comme on a eu ce matin des spécialistes qui nous ont détaillé les modèles, il y a d'autres questions qui se posent en ville, notamment la qualité de l'air et le bruit, qui peuvent interagir. Qui ont des sources communes, notamment le trafic routier, qui ont des effets sur la santé commune, on nous en a parlé ce matin, notamment les effets cardiovasculaires. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on étudie les deux ensemble? Alors, je vous recommande particulièrement cet article parce qu'il a été fait avec une équipe d'enfer. On avait utilisé le modèle Cyrane développé par Centrale Lyon, donc top. Et l'idée, c'était de voir sur différents scénarios ce que la ville de Strasbourg avait prévu, ce qu'il serait possible de faire, et sur un scénario proactif, c'est-à-dire qui prenait en compte les mesures les plus avancées qu'on pouvait imaginer, comment il pourrait rénover l'axe des deux rives. C'était un quartier avant industriel où il y avait les ports industriels, charbon, etc., qui voulaient rénover.
Et qu'est-ce que ça donnerait si on prenait ces différents scénarios sur la production d'énergie et sur le trafic en termes d'impact sur la santé des habitants et donc leur qualité de vie. Et donc, grosso modo, vous avez une partie des résultats là. Il faut savoir que 6% liés aux décisions de la ville, c'est par contrepartie aux tendances globales. Typiquement, on sait que pour les véhicules, il y a une évolution des normes d'émissions régulières. Et ça, on ne considérait pas que c'était quelque chose que faisait la ville. C'est une loi européenne, française qui impose ces évolutions. Et les 6%, c'était grâce au delta que faisait la ville, en plus par rapport à toutes les réglementations et aux meilleures techniques disponibles en plus. Et ils étaient assez contents de ça, mais voilà. Mais là, la particularité de cette étude, c'est qu'on a pris les mêmes données d'entrée pour la géométrie urbaine, le trafic, le bruit, la production de chaleur, pour avoir des résultats cohérents. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Finalement, on veut, dans une ville, ne pas avoir trop chaud, pas avoir trop de bruit, avoir une bonne qualité de l'air. Et ça, c'est juste la base. Je vous présente là une sorte de schéma conceptuel du modèle, donc très, très simplifié, où on voit qu'au final, des sources industrie, mobilité, là, à gauche, différentes sources qui correspondent à différentes actions, quelque part, du territoire, ont tous des effets sur la qualité de l'air, le bruit, la chaleur, qui sont ensuite dispersés ou propagés selon le terme dédié, pour avoir des impacts sanitaires communs. J'ai mentionné ici les capteurs, parce que comme on le disait ce matin, il y a quand même une interaction entre la modélisation et les capteurs, notamment dans l'évaluation de scénarios actuels, pour caler les modèles, ou pour des suivis long terme, on n'agrémente pas toute la ville de capteurs, et donc on fait un mix entre les deux. Vous pouvez voir là que j'ai quand même simplifié le modèle, parce que en haut à gauche, j'ai mis analyse territoriale en données d'entrée, alors qu'en fait là-dedans, on comprend aussi les habitants, les bâtiments, etc. Et que du coup, si j'avais rajouté ça aux différents niveaux d'interaction, le schéma aurait été absolument illisible. Et c'est là un avantage de la modélisation, c'est que ça nous permet de simplifier quelque part la situation pour pouvoir la représenter et tirer des conclusions des différents scénarios. On peut aller dans ce genre de cas jusqu'à l'analyse économique, qui est de plus en plus demandée aussi par des réglementations européennes. Voilà, c'est juste une étape de plus dans la modélisation. Ce qu'il faut voir là, c'est que quelque part, on peut, selon les besoins, les situations, remplacer chaque brique de modèle par le modèle qui nous intéresse au moment donné. J'appelle ça schéma conceptuel parce que c'est agnostique au modèle, quelque part. Et du coup, qu'est-ce que moi j'en ai tiré, n'étant pas modélisateur, mais utilisatrice de modèles, quelque part. Pour moi, je me sers de la modélisation comme une représentation simplifiée d'une réalité, passée, actuelle ou future, passée, pas des masses, mais qui peut être aussi simple ou aussi complexe qu'on en a besoin. Dans certains cas, on veut juste, quelque part, étudier des relations de cause à effet. Je change telle brique, je veux voir je change par exemple la motorisation des véhicules pour passer en électrique et je veux voir l'influence sur le bruit. Je veux pas le reste, je veux juste une zone de cause à effet, ou aussi complexe, comme le schéma précédent nous le montrait qu'on veut, avec comme objectif, pour moi, de faciliter la compréhension des phénomènes ou des situations. Ensuite, ça peut servir pour accompagner la décision en phase d'avant-projet, comme ça a été mentionné ce matin, compléter des couvertures de mesures. Je promets que j'avais fait mes slides avant de voir ce qui s'était dit ce matin. Mais au final, la modélisation, c'est une simplification de la réalité qui permet de faire ressortir les liens structurels et donc les relations pour comprendre un phénomène. Pourquoi faire de la modélisation ? On peut tester de nombreux scénarios une fois le modèle instancié, y compris extrêmes, y compris des choses sur lesquelles on ne voudrait pas faire par rapport, par exemple, à des expériences labo ou à des petites expérimentations locales. On peut aller dans des situations extrêmes qu'on ne voudrait pas tester, soit pour des raisons physiques, monétaires, économiques ou éthiques. On peut combiner différentes sources d'informations. Contrairement à une observation pure, on peut tout combiner. Et on peut avoir une approche pragmatique qui est compréhensible par les différents acteurs, soit en direct, soit grâce au traitement des résultats, et adapté aux différents contextes et au public.
les 2 derniers points demandent quand même beaucoup plus une bonne connaissance des approches finales, mais on a quand même une liberté pour adapter. Il y a des limites, c'est pas la modélisation, c'est pas l'outil magique pour comprendre la ville et pour tout simuler, et c'est la raison peut-être pour laquelle on n'a pas forcément les gros jumeaux numériques qui feraient tout et qui décideraient tout, et pourquoi il y a encore de l'humain. La qualité du modèle dans son application, c'est-à-dire que je ne remets pas en cause la qualité du modèle en soi, mais il faut que le modèle qu'on utilise soit appliqué à la situation que l'on veut, au contexte et aux données d'entrée qu'on a. On a une vision à un instant donné aussi. Et ça, c'est par exemple le cas sur la Part-Dieu. Si vous êtes allé à la Part-Dieu en arrivant, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas du tout autant d'arbres que sur le schéma que vous avez vu, parce que on a modélisé le plan avant-projet pour aide à la décision avec les projets qu'ils avaient à l'époque. Et puis, les gens changent, il y a des élections, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes économiques. Et du coup, c'est important de savoir que c'est une vision à un instant donné, avec les données d'entrée qu'on a, et que c'est une vision simplifiée. Ce qui est bien, parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire les liens entre les causes et effets, mais elle est aussi fausse par défaut, parce que si on n'a pas pris en compte un des phénomènes, un des éléments, et ben voilà, on ne l'a pas pris en compte, donc le résultat qu'on obtient n'est pas celui qu'on aurait dans la vraie vie. Et enfin, il faut interpréter et communiquer les résultats. On a déjà largement parlé ce matin. Une carte, c'est joli, mais on peut aussi lui faire dire n'importe quoi. Il suffit de changer l'échelle de couleur. C'est très simple, mais c'est dangereux. Et du coup, l'idée, c'est d'être entre un utilisateur qui a des questions auxquelles il veut des réponses. Par exemple, un utilisateur, typiquement une ville, ou un interlocuteur technique d'une ville, ou un bureau d'études, avec des résultats fiables, communicables et compréhensibles, à des délais et des coûts acceptables, et qui veut pouvoir s'impliquer dans la démarche autant ou aussi peu qu'il le souhaite. Un développeur qui a des outils et des modèles, qui veut aussi continuer à les développer éventuellement ou à les stabiliser, et qui veut pouvoir le faire avec des conditions financières acceptables. Et du coup, il y a toute une liste de compromis à faire entre est-ce qu'on veut quelque chose de très spécifique à notre situation, réplicable, précis ou compréhensible. On essaie d'avoir les deux, mais il y a un moment, il faut faire des compromis. Aide à la décision, nombre d'indicateurs, open source versus propriétaire. Pareil, j'ai pas de préférence, mais chaque business model, quelque part, a ses conséquences. Open source, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'en servir sans payer de licence. Mais il faut pouvoir à la fois que ça soit compréhensible et assurer la pérennité. Versus propriétaire, c'est parfois moins facile de savoir ce qu'il y a dans la boîte, si je puis dire. Mais il y a peut-être du soutien derrière. C'est vraiment deux systèmes différents. Et il faut être conscient. Là, j'ai abrégé, mais des bénéfices et des risques de chacun. Confidentialité des résultats versus publication. Jusqu'où on va, qu'est-ce que ça reflète. Et le financement long terme. En conclusion, et ça va rejoindre la présentation de ce matin, la keynote de ce matin, quelques éléments que j'ai identifiés au cours du temps qui me semblent faciliter justement cette position d'intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les développeurs, et qui ont été notamment appliqués dans le projet européen Response qui a permis de créer un tableau de bord pour la ville de Dijon. Identifier les besoins du client au-delà de son discours. Ça ne veut pas dire que le client ne sait pas ce qu'il veut, ça veut dire qu'on peut avoir des terminologies différentes du client pour la même chose, ou ne pas exactement comprendre. Et il y a encore plus un risque si on passe directement à ce que le modèle peut faire les indicateurs, au lieu de commencer par le besoin final. Expliciter les compromis. On doit faire des compromis, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme ça. Il faut que ça soit explicité, y compris les hypothèses. Adapter le format des résultats, et je dirais même en faisant en sorte qu'ils soient compréhensibles et fassent ressortir les limites. C'est-à-dire ce que je disais sur les cartes, c'est facile de bidouiller, si je puis dire, les couleurs, etc., mais d'essayer d'avoir les résultats les plus clairs et les plus compréhensibles possibles pour les différents publics. Et enfin, prévoir des itérations, ça a été aussi mentionné ce matin, parce qu'au cours du projet, même si on essaye d'aller assez vite, ça dure un petit peu longtemps, et il faut avoir ce lien qui se maintient. Il ne faut pas commencer à modéliser sans savoir ce qu'on veut faire. Dit comme ça peut paraître idiot, mais on peut se laisser embarquer dans un modèle qui est intéressant intellectuellement sans savoir où on veut aller. Ne pas complexifier le modèle, je dirais, pour le principe. Au-delà des possibilités scientifiques,
ça, en général, les modélisateurs sont très conscients de ça, mais aussi des données disponibles dans le cas dans lequel on l'applique. Même en France, même en Europe, on a des grandes disparités dans les données disponibles, leur qualité, leur échelle, etc. C'est pas toujours simple de pouvoir savoir jusqu'à où on peut aller quand on aurait les capacités d'aller plus loin, mais de s'arrêter. Ne pas ignorer les limites du modèle et surtout les rendre visibles aux autres. Et enfin, ne pas remplacer le culte du dire d'expert par le culte de la simulation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un expert dit quelque chose que c'est juste, c'est pas parce qu'on a un chiffre que c'est plus juste. Le chiffre, il peut venir de n'importe quoi. Et du coup, d'avoir un peu cette recul, surtout par rapport aux jolies cartes que j'ai montrées au départ. Hein. Je suis la première à dire « Ah, c'est chouette, vous mettez des arbres et vous avez la solution ». Non, il y a d'autres choses derrière et d'avoir cette nuance-là. Globalement, j'ai eu la chance de pouvoir gérer plusieurs études de cas sur différentes villes. Je dirais que bien conçue, validée et expliquée, la modélisation est un atout majeur pour la réussite des grands projets urbains et que donc elle permet vraiment de mieux percevoir le futur et d'aider les décideurs à prendre des décisions. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup pour cette présentation très, très riche d'analyse et d'éléments. Jacques Moussafir, Suez Environnement. C'est bon. Ça marche. Pour être en plein écran, merci. Voilà, je me présente rapidement. J'ai mis ici Aria Technologies, qui est le nom de ma boîte d'origine, que j'ai fondée il y a un certain temps. J'ai mis parce que Lionel me l'avait demandé un petit CV, que je ne me demande pas d'apprendre par cœur, mais ce que je cherche à indiquer, c'est que ça fait depuis un certain temps que je m'occupe d'atmosphère et de qualité de l'air. J'ai commencé par faire un développement d'un SODAR, qui est devenu le SODAR Remtech il y a un certain temps. Ensuite, j'ai passé 8 ans à EDF, dont les années qui encadraient l'explosion de Tchernobyl, où on a tous appris beaucoup de choses. Je suis donc un ancien d'EDF aussi. Et à la suite de Tchernobyl, EDF a mis en place un certain nombre de systèmes de surveillance des sites. Après, j'ai fondé Aria Technologies parce que voilà, Tchernobyl avait un peu refroidi et j'ai passé 30 ans à piloter une PME qui s'est occupée essentiellement de modélisation de la qualité de l'air pour toutes sortes de clients autres que l'industrie ou EDF. Donc on a travaillé pour les villes, pour la défense, pour Air Paris, pour l'industrie. Et j'ai créé une filiale en Italie, une autre au Brésil. Et voilà. Maintenant, ces dernières années, je suis un jeune retraité et je m'occupe de continuer à essayer d'aider mes anciens collègues qui sont entre les mains de Suez Air et Climat. Alors, je voulais présenter 3-4 choses. J'espère ne pas être trop long. D'abord, le premier point, c'est qu'on est en train de parler de modèle urbain, mais le problème de la qualité de l'air, c'est un problème essentiellement multi-échelle. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avons-nous tant de modèles différents pour la qualité de l'air d'une région, d'une ville et d'un quartier ? Et puis à chaque fois qu'on regarde un résultat de modèle, on est obligé de préciser ça c'est pour telle situation. Et en fait, le même quartier qu'on va remplir d'arbres ou pas est exposé à des contraintes météo extrêmement différentes entre un moment et un autre dans l'année. Alors qu'en pratique, les échelles de temps et les échelles d'espace sont liées. Donc je vais essayer de parler un petit peu de ça avec des exemples, mais je ne déflore pas mes exemples tout de suite. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut bien distinguer, et ça on le verra avec les exemples, la pollution chronique de régions, de villes et de zones industrielles des questions de pollution accidentelle, dont tu as un peu parlé, Lionel. On a forcément des modèles qui partent des mêmes principes physiques, des mêmes équations de Navier-Stokes, mais on ne fait pas du tout la même chose quand on veut étudier la part Dieu pour savoir si on plante un arbre à droite ou à gauche, ou quand on a à évacuer une ville
parce qu'une usine est en train de jouer les filles de l'air. Ça, c'est mon expérience Tchernobyl qui parle. Et sinon, je voulais faire à la demande de Lionel aussi mon point de vue de responsable d'entreprises privées sur les différents acteurs de la modélisation et comment s'organise la dynamique commerciale entre l'offre, la demande et la réglementation, et parler un petit peu de ce paysage mondial compliqué. Bon, alors là, je vais passer un peu ces images qui sont un peu de pub. Disons que ce qui est important, c'est qu'on a travaillé en modélisation en tant que fabricant de modèles. On ne peut évidemment pas se cantonner au marché national, sinon on dépose le bilan très très vite. Donc, au meilleur de sa forme, Maria Technologies SA avait 65% de son chiffre d'affaires à l'export, d'où la liste des villes pour lesquelles on a pu intervenir, ainsi que les pays pour lesquels on est intervenu. Vous remarquez une cartographie empruntée à Lionel, parce qu'on est également utilisateur du modèle Cyrano, développé à l'École centrale lyonnaise. Et à gauche, on est utilisateur du modèle Saturne, développé par EDF. Et par définition, en tant que PME essayant de se mettre sur le marché de la modélisation à l'international, on s'appuie autant que possible sur les acquis de nos grands labos. Donc, par construction, ARIA a dû fonctionner en nourrice avec la recherche française. Bon, là, je vais très vite. Les 4 secteurs sur lesquels on intervient, c'est industrie, ville et région, risque défense et changement climatique. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un exemple qui m'est cher de descente d'échelle, parce que le slogan de la planète à la rue me paraît très important. C'est-à-dire que si on veut faire des systèmes de surveillance, notamment pour les villes, il faut envisager des systèmes qui sont connectés à la météo résolument. Et en ce moment, on a la chance de voir le système européen Copernicus fournir des résultats d'une meilleure qualité que les systèmes américains qui avaient été créés pour concurrencer, ce qui est très agréable. Et en fait, le système Copernicus, maintenant, donne une couverture météo et des conditions limites qui permettent d'alimenter des modèles urbains de plus petite échelle qui sont en pratique des zooms. Et d'autres slogans, la seule ville durable est celle où on peut respirer sans s'empoisonner. Voilà, je voudrais partir de cet exemple d'exportation lointaine où on a réalisé un système pour toute l'Arabie Saoudite, où on part de la plateforme opérationnelle que fournit Copernicus pour avoir des conditions limites sur toute la péninsule, des zooms régionaux sur 4 grandes régions et une prévision sur 6 villes avec une très haute résolution. Et ici, vous avez par exemple la modélisation du champ de vent sur toute l'Arabie Saoudite, qui est une sorte de continent entouré par 3 mers. Alors, il n'y a pas une situation de brise, mais un assez grand nombre de situations dues au conflit entre les températures de l'eau et celles du continent. Celle-ci aussi, c'est une représentation que j'aime bien. Vous voyez des nuages de particules, les fameuses PM10 qu'on mesure également à Lyon. Mais là, la source de PM10, c'est très compliqué parce que c'est à la fois les sables du désert et les installations de combustion. Alors, suivant l'endroit où on se place, si on avait le temps, je vous expliquerai, on voit des nuages de PM qui voyagent très loin. Les dimensions de l'Arabie Saoudite, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est genre 5 ou 6 fois la France, la surface de l'Arabie Saoudite. Les particules, ça voyage loin. Là, vous avez les émissions d'oxyde d'azote, je crois. Et le long de la mer Rouge, vous avez les émissions des bateaux. Et autour du golfe arabo-persique, vous avez beaucoup de monde
aussi bien des émissions industrielles que des émissions de trafic. Par exemple, à Riyad, c'est surtout le trafic, au centre du graphique. Là, vous avez l'ozone en ppb correspondant, avec des trous d'oxyde d'azote là où... pardon, des trous d'ozone là où vous avez émis beaucoup d'oxyde d'azote, parce que c'est l'un des problèmes dont il faut parler. La photochimie joue un très grand rôle dans la pollution atmosphérique, aussi bien au niveau régional qu'au niveau urbain. On a souvent tendance à le négliger, mais si vous regardez le niveau de particules sur Paris, la moitié des particules viennent de l'extérieur de Paris. Et par exemple pour les particules. Et c'est vrai aussi pour les polluants avec lesquels on réagit. Voilà, j'ai présenté cet aspect-là parce que l'une des caractéristiques de l'activité qu'on a eue, c'est de développer un projet qui s'est appelé AirCity il y a une dizaine d'années et qui a abouti à la mise en place de modélisation de très haute résolution. AirCity s'adapte à chacune des villes étudiées et on prend en compte de manière détaillée les émissions, quand on les a bien sûr. Le problème de comment on les calcule, ça dépend énormément de la ville où on travaille et de la bonne volonté des gens qui sont censés nous fournir des données. C'est pas pareil à Riyad qu'à Paris. Et on essaye de tenir compte du bâti de façon détaillée. Et on a donc un CFD simplifié à résolution métrique et qui peut fonctionner en temps réel sur des machines d'une certaine puissance et qu'on a installé dans un assez grand nombre de villes. Là, normalement, si ça marche, je devrais pouvoir vous montrer une évolution de la pollution sur Jeddah, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça, c'est les pièges de l'informatique, c'est pas très grave. Mais voilà, de mon point de vue, la pollution atmosphérique en ville, il faut comprendre qu'on dépend autant de la pollution de fond à l'échelle planétaire et régionale que des émissions locales. On a la chance d'avoir un projet européen, on a tous travaillé ensemble, qui est le projet Copernicus, qui associe des modèles et des données satellitaires qui permet de fournir une entrée. Et il faut donc essayer de forcément connecter les échelles. C'est peut-être le mot le plus important de ma vision du problème. Connecter les échelles, ça veut dire utiliser les prévisions Copernicus et créer une modélisation locale. Et si possible, assimiler des capteurs. Forcément, j'ai eu une orientation extrêmement temps réel, puisque je viens un peu de la météo, je viens des plans d'urgence. On ne choisit pas quand une centrale nucléaire décide de jouer les filles de l'air, donc il faut être prêt toujours, et ça m'a beaucoup influencé. Maintenant, un autre message important sur les études d'urbanisme à micro-échelle, c'est que on a beaucoup parlé, je ne vais pas redire ce qu'on a redit, forcément du fait que les projets sont complexes. Alors là, il s'agissait du projet qui s'appelait 1000 arbres. Il ne s'agit pas d'en mettre quelques-uns, mais 1000. Et cette espèce de paquebot était censé devenir un bâtiment à cheval du périphérique du côté de la Porte Maillot à Paris. Je dis bien était censé parce qu'il n'a pas eu lieu. L'étude nous a été confiée et on a eu beau essayer de mettre plein d'arbres, on a fait des pieds et des mains, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais à la fin, la ville de Paris a dit non pour des raisons environnementales, pour des raisons de pollution de l'air. C'est l'une des premières fois que ça s'est produit et j'avoue qu'on était assez contents a posteriori de ne pas avoir travaillé pour des prunes. Et c'est intéressant par rapport à ce que tu viens de présenter. C'est un événement. Alors on a fait aussi plein d'études pour la RATP, pour des pots de bus, toujours avec des codes de mécaflux. Les mêmes problèmes dont on a parlé. Il faut essayer d'être
un peu modestes avec les représentations 3D, mais c'est tellement joli qu'on veut toujours les mettre. Et puis quand on vient d'un Mécaflux, on trouve ça génial d'avoir des codes qui permettent d'expliquer les choses. Pour conclure en 2 minutes, les objectifs des projets régionaux et urbains, on les a présentés plusieurs fois. Je pense que, pour ma part, je pense que c'est l'impact sur la santé qui est le déterminant principal. La recherche de solutions de traitement, c'est-à-dire essayer de... Alors la meilleure solution de traitement, c'est de s'attaquer au trafic de manière frontale. Décision de planification urbaine, on vient d'en parler. Et ne pas oublier les interventions sur les émissions industrielles. Il y a quand même beaucoup de villes qui sont flanquées d'une grande zone industrielle qui n'est jamais trop loin pour avoir une influence. Fos sur Marseille, pas la peine de vous faire un dessin. À cause de ça, le gros de l'activité de Suez, depuis qu'ils ont acheté Aria sur la qualité de l'air, c'est de faire des systèmes de surveillance pour des usines, en utilisant les modèles de dispersion lagrangiens qu'on favorise, avec une très haute résolution et une représentation détaillée de toute l'usine avec ses bâtiments, en y associant des interfaces utilisateurs conviviales et en allant jusqu'à faire de la modélisation inverse. C'est-à-dire, si on met suffisamment de capteurs autour du site, on est capable de surveiller les émissions par modélisation inverse, ce qui est un objectif quand même intéressant et qui permet d'appeler l'industriel à cofinancer l'intervention pour sa surveillance. Là, c'est un système qu'on a installé sur Dunkerque, qui s'appelait DKR. Juste pour conclure, par rapport à des questions qu'on a beaucoup posées, j'ai dit qu'on allait parler de l'offre de modélisation. Nous, on se place comme producteur de modèles. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a aussi des bureaux d'études publics et privés qui sont des producteurs de modèles ou des applicateurs de modèles. La demande de modélisation, c'est clair que l'État ou les collectivités locales qui doivent réglementer sont les clients naturels. Mais les industriels aussi sont demandeurs, ou bien refusent qu'on leur impose des règles. Mais je pense qu'un aspect dont il faudrait peut-être parler plus souvent, c'est le rôle central de la réglementation. C'est-à-dire que quelque part, l'ANOAA, une respectable institution américaine, et l'EPA, ont constitué un élément du soft power américain pendant des années, parce qu'il y avait effectivement une philosophie qui permettait d'appliquer des modèles à tous les sites industriels américains avec une réglementation forte. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire que les modèles en question étaient trop sommaires, etc. Néanmoins, ils se sont imposés aux industriels. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que l'une des principales obsessions de M. Trump est de fermer l'EPA. Il faut se rendre compte du fait que maintenant, le collectif européen est en train de monter en modélisation, et c'est très bien. Notamment, on l'a vu sur les nouvelles normes sur les particules. On voit que la réglementation européenne est en train de monter et nous rend tout à fait aussi crédible que l'étaient les États-Unis il y a une vingtaine d'années. Et on est quand même sur un paysage mondial qui est dominé par la réglementation et par le choix de politique énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment se battre, je pense, parmi ceux qui sont actifs en modélisation, pour qu'on évite de hausser les épaules en disant que finalement, tout ça n'était que perte de temps et d'argent. La situation dans laquelle se trouvent les administrations américaines qui font de la recherche en environnement et en qualité de l'air en général est dramatique. Vous avez tous suivi ce qui se produit avec les grandes universités. Et ce qui est en train de se produire à l'EPA est tragique également. Donc ça me semblait important d'en dire un mot. Et là, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Jacques. On passe à Guillaume Sabiron pour la dernière présentation avant qu'on puisse avoir un temps d'échange.
Merci. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Donc, merci Lionel déjà pour l'invitation. Moi je vais vous parler aussi un petit peu de la modélisation qu'on fait à l'IFP Énergie Nouvelle. J'ai noté ça de l'individu au territoire. Donc, vous allez voir pourquoi est-ce que j'évoque ça de cette manière-là. Déjà, l'IFP Énergie Nouvelle, qui sommes-nous? On est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial. À la fois un organisme public de R&D ou RI, un centre de formation et un groupe industriel. On est de l'ordre de 1800 personnes, avec une grosse partie du budget qui est dédiée principalement au NTE. On a différents champs d'application. Historiquement, c'est toute la partie oil and gas, donc qui était l'IFP, anciennement Institut français du pétrole. Il y a la partie énergie renouvelable et aussi une grosse partie sur le transport. Et moi, c'est plutôt sur cette partie-là que j'interviens, où en fait, ça fait de nombreuses années qu'on travaille vraiment dans l'automobile, plutôt avec les constructeurs automobiles, pour essayer de développer des modèles pour leur faire comprendre ce qui se passe finalement de la pédale au pot d'échappement ou de la pédale jusqu'au frein et aux pneus. Et en fait, à un moment, dans le cadre de notre mission d'intérêt général en tant que centre de recherche publique, on s'est dit que ça pouvait être bien d'essayer de pousser cette information auprès du grand public en développant une application gratuite pour tous pour essayer de comprendre l'impact environnemental de sa mobilité sur la qualité de l'air et sur les émissions. On a développé l'application GECOR, où en fait on était parti d'ici, de ce constat-là. Donc il y a deux graphes ici. Celui du haut montre les émissions d'oxyde d'azote pour le même trajet avec le même véhicule, où on change uniquement le conducteur. On s'est rendu compte qu'ici, un facteur 4 sur les émissions d'oxyde d'azote en fonction du style de conduite. Et de la même manière, en dessous, c'est l'évolution de je ne sais plus quelles émissions, c'est un graphe qui est absolument illisible, mais sur une route qui est une succession de ralentisseurs. On voit du coup la contrainte qu'impose l'infrastructure sur le niveau d'émissions. Donc en fait, ces deux leviers-là, c'est des leviers qui sont assez peu utilisés. Aujourd'hui, quand on cherche à réduire les émissions du transport, on va tout de suite aller vers faire des véhicules plus durables, plus verts, l'électrification, etc. Mais il y a d'autres aspects qu'on pense pouvoir travailler et que nos modélisations historiques nous permettent de faire. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais en gros, c'est ce qu'on a fait. En gros, le cœur de notre modélisation initiale, c'était de prendre des données GPS, de modéliser ce qui se passe dans le véhicule, dans le moteur, dans le système de post-traitement, et d'avoir des émissions à la sortie et à l'échappement. Et donc ça, on a tout packagé dans une application smartphone qu'on a appelée GECOR, où on s'est dit qu'on pouvait s'adresser et à l'individu, pour leur faire prendre conscience de l'impact de leur mobilité. On peut accompagner les entreprises aussi, qui se posent beaucoup de questions avec le plan de mobilité. On a essayé d'aller là-dessus en mars 2020, c'était peut-être pas le meilleur moment pour parler de mobilité, donc on continue d'essayer de pousser. Les villes, qui se posent aussi beaucoup de questions nécessairement, et c'est ce qui nous rassemble plutôt aujourd'hui, ou à plus large échelle, les politiques publiques, parce qu'on est quand même sous l'égide de plusieurs ministères à l'IFP, et ils viennent parfois nous consulter sur ce genre de questions-là. Juste 2 mots sur l'application, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas. Ça va justement capter les différents déplacements qui sont faits. Quand on a un déplacement avec un mode polluant, on va ensuite envoyer toutes les données sur notre serveur, faire le calcul microscopique des émissions instantanées de polluants et faire un retour à l'utilisateur qui se veut, je l'espère, le plus intelligible possible pour qu'il comprenne que ce matin, s'il est allé un peu vite parce qu'il était en retard ou il n'a pas conduit avec beaucoup d'anticipation, etc., il verra peut-être la différence ce soir dans l'application et ce sera quelque chose d'assez notable, visuel, et puis il comprend aussi le lien et l'impact qu'il peut avoir lui-même sur la qualité de l'air qui l'entoure. Et en fait, au fur et à mesure que cette application était développée, qu'on commençait à constituer une base de données confidentielle, anonyme, etc., les questions des RGPD, on a beaucoup travaillé dessus, mais néanmoins, cette base de données, elle pouvait commencer à devenir assez massive, et on pouvait aller voir non plus l'impact du style de conduite sur les polluants, en ayant un roulage, par exemple, sur un trajet, mais si sur une route bien précise, on avait 1000 ou 2000 passages, on allait pouvoir caractériser l'impact de l'infrastructure sur les émissions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on a commencé à faire un peu dans ce cas-là, justement, un projet, je pense, historiquement, qui était avec Aria Technologies, justement sur Marseille, où on est capable de modéliser les émissions avec les données qu'on a pu récolter via l'application, sur la carte de gauche, où on a des données vraiment instantanées. Et comme je le disais tout à l'heure, si on a ces données très instantanées, on est capable de vraiment pointer du doigt les points noirs de la ville en termes d'émissions et de les expliciter. Si on a des fortes émissions ici, est-ce parce qu'on a beaucoup de trafic? Est-ce parce qu'on a beaucoup de pentes? Est-ce parce qu'on a plein d'autres aspects possibles et imaginables? Versus ce qui se fait avec l'état de l'air, qui va considérer plutôt des états un peu moyens, de vitesse moyenne sur tout le territoire, et donc peut-être passer un petit peu à côté de cette granularité.
Et en dessous, on a aussi été en mesure de regarder, par exemple, avec la métropole de Lyon, donc là c'est sur l'avenue Garibaldi, pas très très loin d'ici, où ils ont supprimé la trémie, pour ceux qui sont de là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'ils ont remplacé par quelque chose de plat avec des feux rouges, et ils se posaient la question de qu'est-ce que ça donne en termes d'émissions, qu'est-ce que ça donne en termes de bruit, en termes de sécurité, et ça c'est des choses qu'on a été capable de faire avec toutes ces mesures. Et en fait, quelque part, on avait GeoCoR, on avait la base de données qui commençait à augmenter, on avait des capacités aussi de modélisation. On s'est dit, peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut répondre à d'autres questions qui peuvent se poser, soit pour de l'outil d'aide à la décision, en faisant un peu plus du prospectif, soit en faisant des choses plutôt en ex post, en essayant de répondre aux questions ou de justifier qualitativement ou encore mieux quantitativement quel est l'impact des modifications d'infrastructures qui sont réalisées à l'échelle des villes. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers un deuxième outil qui s'appelle le planétaire, où en gros on voit ça comme un outil d'aide à la décision, on peut simuler, comparer des évolutions naturelles des émissions routières avec différents scénarios prospectifs. Tout à l'heure ça a été un petit peu évoqué, l'intérêt de la modélisation, ou encore mieux de la simulation, c'est qu'on va pouvoir justement jouer en se disant, on parle beaucoup de ZFE, ou on parlait de ZFE, enfin je ne sais pas jusqu'à quand on va en parler, mais on en parle en tout cas. La question que se posent les décideurs, c'est aujourd'hui il y a combien de personnes qui sont soumises à des seuils, à des niveaux de pollution plus hauts que les seuils de l'OMS, et demain, et après-demain, et dans 10 ans, 20 ans, à quel moment est-ce que l'impact escompté de la ZFE, donc des mesures plutôt contraignantes, sera le même qu'avec l'évolution naturelle de la flotte vers plus d'électrification. Donc on essaie de développer des outils pour aller à répondre à ces questions-là. Je passe un petit peu les détails. Enfin, bon, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, vu que tout a été appris, on en parlera peut-être tout à l'heure, Lionel a évoqué l'IA, on a appris grâce à gros volume de données les comportements de conduite, et on est en mesure, grâce à nos modèles, d'aller capter, donc c'est encore une fois tout petit, mais l'impact du feu de circulation, par exemple, en termes d'émissions, ou l'impact de la pente, et donc ça, à l'échelle de la ville, on va pouvoir justement, comme je disais, mieux décrire les différents niveaux d'émissions. C'est un schéma super compliqué, si je détaille tout, Lionel va m'en vouloir, mais ce qui est important ici, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas dans la modélisation, ce qui semble le plus important, en tout cas à notre niveau, c'est de ne pas oublier la validation. Qui plus est, quand on modélise, on pose des modèles sur des modèles sur des modèles, on est tous au courant que l'accumulation d'incertitudes peut faire qu'à la fin on dit absolument ce qu'on a envie, ou au mieux, ou n'importe quoi au pire. Donc là, ce que je voulais illustrer, c'est qu'à chaque étape de modélisation, c'est bien évidemment assuré, ça prend généralement autant de temps que de développer le modèle, si ce n'est pas plus, que le modèle ne racontait pas n'importe quoi. Donc on le valide et on le calibre un petit peu par les mêmes niveaux, que ce soit des modèles microscopiques, mésoscopiques, ou la partie de dispersion atmosphérique. C'est peut-être pas super clair parce que j'ai enlevé beaucoup de slides pour tenir en 10 minutes, mais bon, l'idée est là, quoi. La validation, c'est vraiment au cœur de Planétaire et de nos travaux, je pense que c'est très important. Et c'est juste une dernière petite illustration, parce qu'on a fait ces travaux-là avec l'École centrale de Lyon l'année dernière, où on a modélisé avec CIRRAN et l'estimation des émissions polluantes fournies par l'IFPEN à l'échelle de Lyon, ce qu'on pouvait observer, et puis on venait juste comparer aux stations de mesure disponibles d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour observer des choses qui ne nous semblaient pas totalement délirantes en termes de niveau de polluants. Donc, c'est un papier Armo 2024 avec Shi Wong, de l'équipe de Lionel, où on est allé regarder ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de boucler la boucle, l'idée, c'est de développer des modèles qui servent principalement, mais toujours pour répondre à des questions scientifiques et techniques qui nous mobilisent en tout cas. Merci beaucoup. Je passe dans le doigt. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, merci à tous les trois. Ça a permis de montrer un petit peu un panel et de rentrer dans un certain nombre de détails techniques. Peut-être que je vais m'essayer à un petit exercice de synthèse. Ce qu'a montré Jacques notamment, c'est le fait que assez souvent, dans la qualité de l'air, mais c'est vrai dans beaucoup de processus, il y a beaucoup d'échelles de phénomènes qui sont en jeu, il y a beaucoup de processus différents qui sont en jeu, et que ce n'est pas si facile que ça de travailler de façon isolée. Le scientifique, il aime bien poser un problème en essayant de séparer les paramètres, de pouvoir isoler un phénomène et de pouvoir l'étudier en détail. Et la difficulté de la réalité des villes, c'est que beaucoup de choses sont interconnectées et qu'on ne peut pas forcément faire ça. Donc
souvent, les académiques vont développer des briques en fait, de modélisation, de phénomènes qui sont à peu près découplés les uns des autres, et puis les gens comme vous qui construisez des outils logiciels pour répondre à des besoins, bah, vous allez agencer des briques pour répondre, et l'agencement peut être différent selon la sollicitation, selon le besoin, pour répondre à des usagers, à des besoins, que ce soit le grand public qui a besoin de son appli, que ce soit l'agglo qui veut planter des arbres, que ce soit la ville qui veut surveiller sa quête là. Est-ce que ça résume un petit peu les choses? La question du couplage des échelles est malheureusement fondamentale et difficile, mais comme ça fait 30 ans que je fais ce métier, on ne rêvait pas il y a 30 ans d'avoir les puissances de calcul disponibles maintenant. Donc utiliser des modèles de la qualité de CIRAN, PMSS ou Saturne de manière opérationnelle pour toutes sortes de situations 24 heures sur 24, ça devient possible. Et pas seulement avec un financement séoudien. Est-ce toujours utile? C'est une bonne question, mais je pense que c'est au moins, ça donne au moins une réponse complète, au sens où, pour la moindre étude d'impact avec un modèle gaussien d'une usine, on demande de faire tourner entre 1 et 50 de données météo, pour savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait fonctionner de manière complètement différente pour une ville. Parce que c'est trop lourd en temps de calcul, parce que la ville est très grande, peut-être pas. Et moi, je sais que dans un des premiers articles que j'avais publié sur RCity, je m'étais dit que je voulais comparer le budget de l'ordinateur qui était nécessaire au prix de 200 réverbères dans la ville. Il y a un moment, est-ce qu'on veut s'occuper de la santé des gens et faire des calculs ou pas? La modélisation peut coûter un peu d'argent, mais de moins en moins, maintenant. Alors, je ne sais pas si vous vouliez compléter. Je veux surtout acquiescer, oui, c'est sur le fait que je milite justement pour l'utilisation des coûts-bénéfices à la fois dans les projets, mais aussi dans la modélisation. Sur les échelles, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas forcément quelque chose que moi je fais dans mon usage, parce que je travaille souvent ce qu'on appelle en avant-projet sommaire, c'est-à-dire sur des projets qui sont en conception très amont, et vu que c'est souvent des villes, avec des réalisations au mieux 5 ans, le début des travaux, voire 10, 15 ans pour un finissage. Pour qu'il soit fini, c'est le problème de changer de langue, pour qu'il soit fini 10, 15, 20 ans après. Et une question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est comment gérer dans ces cas-là les variations de données externes. On a déjà énormément de mal à gérer les évolutions sur une ville, c'est-à-dire comment sera la ville dans 15 ans. On essaye de prendre les conditions limites qui nous paraissent pertinentes. Typiquement pour les îlots de chaleur, on avait pris une année extrêmement chaude, l'année la plus chaude qu'on avait météo, en se disant que ça peut représenter le changement climatique. Mais c'est des questions qui se posent. Et encore une fois, comme Lionel, tu disais en introduction qu'on n'aurait pas toutes les réponses, c'est exactement un cas. Comment gérer dans ces cas-là, quand on fait de très amont, le fait d'entrer les données dans les modèles pour avoir un résultat aussi complet que possible, et l'incertitude extrême qu'on a sur les conditions déjà de ce qu'on modélise, et encore plus les conditions limites. Pour moi, c'est une des questions qui reste de poser à l'heure actuelle. Cet indicateur qu'il faut montrer, que le modèle
cette fonctionnalité, faire ce type de carte, ce type de... est-ce que c'est un échange avec des panels d'utilisateurs? Est-ce que c'est plutôt des intuitions du modélisateur qui sont ensuite soumises aux utilisateurs et puis après on boucle si jamais ça ne marche pas, on change? Comment on fabrique comment on identifie ce besoin et comment on l'affine? C'est une bonne question et c'est un peu tout en même temps. Et je pense que même si tu en as dit déjà certains points, il en manque d'autres. C'est tout ce qu'on peut, dès qu'on peut. La difficulté, elle est là, en tout cas en tant que centre de recherche, même si on est et intégrateur et développeur de modèles, qu'on est à mi-chemin entre la recherche académique et l'industrie, pour aller toucher les acteurs publics, c'est pas simple. Dans tous les cas, à tout moment, donc on cherche, on essaye de contacter, on essaye des fois de... Souvent, on essaie de se dire que peut-être qu'un petit peu de storytelling, essayer de mettre un cas d'application, essayer de montrer à quoi ça peut servir, ça peut aussi peut-être titiller l'intérêt ou montrer qu'on est complètement à côté de la plaque dans ce qu'on essaie de raconter par rapport à ce qui est attendu. Mais c'est une difficulté de chaque instant. Et en effet, l'outil qu'on a développé, ça c'est venu via des échanges avec des collectivités, c'est venu via des échanges avec les ministères, potentiellement. Et quand on a essayé de se dire, on va aller voir les bureaux d'études qui pourraient peut-être utiliser ce genre d'outils, là c'est pareil, ça a été assez difficile de répondre à nos questions, je pense. Donc on s'est tourné vers le client de nos clients que sont les villes. Et même là, c'est aussi difficile, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que ça change souvent, parce qu'il y a plein de strates, etc. Et que finalement, même le besoin n'est pas forcément toujours identifié. Donc, tu te posais la question de est-ce que finalement on en a vraiment besoin? C'est super d'avoir des grosses capacités de calcul et de faire tourner des trucs extrêmement précis, mais est-ce que c'est des questions qui sont posées, quoi? Et ça, j'ai un exemple qui revient souvent, c'est à la métropole du Grand Lyon, justement, où j'avais posé la question et j'avais montré que notre outil pouvait répondre à l'impact de la ville 30, quelque chose qu'ils ont mis en place dans pas mal de collectivités du Grand Lyon, où justement, la part les axes structurants, toutes les limitations de vitesse passent à 30 km/h. Et là, il s'était posé la question à un moment, justement, de se dire, est-ce qu'on part sur des simulations, sur des études d'impact, etc., ou est-ce qu'on change les panneaux? Et finalement, la décision prise par les décideurs, parce que c'est quand même leur travail, au-delà qu'on puisse leur apporter des outils d'aide à la décision, ça a été de changer les panneaux du jour au lendemain et finalement de pouvoir tenter de voir ce que ça donnait. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on le fait au bon endroit pour répondre à la bonne question, c'est pas simple. Peut-être sur la... Vous avez pendant 30 ans fabriqué des modèles, comment on identifie le besoin du client, de l'utilisateur, que ce soit un autre bureau d'études, que ce soit un industriel, que ce soit une collectivité, comment on fait en sorte que les outils qu'on fabrique répondent au mieux aux attentes? Je crois que pour les collectivités, je pense que la motivation à faire de la modélisation, c'est pour bien faire, c'est quand même pour l'intérêt général, pour le bien public. Quand on se met dans la position conventionnelle, qui malheureusement est encore celle qui motive la plupart des investissements, un industriel va dépenser de l'argent pour l'environnement, peut-être parce qu'il est éclairé, ça existe, souvent parce qu'il y est contraint. D'où ce que j'appelais rôle central de la réglementation. Alors ça a des effets compliqués sur le comportement des industriels, parce que d'un côté, si on leur dit, voilà, vous allez faire une étude d'impact, et puis si avec le modèle en vigueur, il y a 5 ou 10 ans, vous avez obtenu que vous auriez le droit d'exploiter cette usine qui va vous coûter 153 millions d'euros, vous n'appréciez pas qu'on vienne vous dire les dernières découvertes de nos laboratoires nous donnent à penser qu'il faudrait que vous doubliez la hauteur de cheminée ou que vous achetiez quelques filtres à 3 millions d'euros. Bon, l'industriel n'aime pas ça du tout. Donc, du point de vue, il y a une nécessité d'une certaine pérennité qui a été imposée par l'IPA à l'époque, à l'issue d'un certain nombre de conflits majeurs avec des grands industriels, sur lesquels...
qui peut inhiber la recherche aussi, parce qu'à un moment, si l'industriel, on a le cas avec un industriel au Pérou en ce moment, qui nous dit oui mais c'est magnifique votre truc là, c'est extrêmement réaliste, mais est-ce que ça donne la même chose qu'à AirMode? Non. Ah, parce que notre étude d'impact, vous comprenez, peut-être que le ministère va nous dire pourquoi est-ce que vous avez changé. C'est le prix du progrès, au principe. Donc il y a cet aspect-là, l'aspect y aller doucement. D'un autre côté, je pense que pour les industriels, ce qui est vraiment important, c'est la pression des riverains. Un peu parce qu'on est Suez et qu'on a des stations d'épuration qui ont tendance parfois à dégager des odeurs moyennement agréables. On a beaucoup travaillé sur la propagation des odeurs, et sur les inhibiteurs, sur l'entretien de la qualité du traitement des installations. Et là, on se rend bien compte que les odeurs, c'est l'une des raisons pour laquelle des gens peuvent se grouper avec des banderoles devant l'entrée d'une usine. Il y a peu de problèmes d'environnement pour lesquels les gens peuvent se grouper avec des banderoles devant l'entrée d'une usine. Dans les endroits les plus pollués autour des grandes villes que je connais bien, même autrefois quand j'ai grandi à Milan, quand j'allais faire du vélo du côté de Rho, on était pris à la gorge par une odeur épouvantable, les habitants ne se plaignaient pas, ils étaient habitués. Les odeurs, on s'habitue aussi. Mais donc, si les gens réussissent à manifester, à ce moment-là, l'investissement pour l'industriel est modeste, parce que c'est son image qui est en jeu, et il est prêt à dépenser des fortunes pour que son image ou l'image de ses produits, parce que le coût supposé d'être un mauvais élève de l'environnement de nos jours est devenu insupportable. Donc ça, c'est bien, en un sens. C'est-à-dire que je suis sûr que Nestlé serait prêt à payer énormément pour qu'on parle moins de Perrier. Vous voyez, c'est ça qui peut, à mon avis, motiver une approche commerciale. Mais ta question, Lionel, comment diable est-ce qu'on réussit à vendre de la modélisation à des industriels? C'est pas très facile. C'est pas encore très facile. Oui, alors oui, je me parle du rôle du tiers parce que c'est justement le rôle dans lequel je suis. Je suppose que dans certains cas, ça peut tout à fait être fait par la personne qui modélise, à condition de faire un pas en arrière. Comme je disais, moi je traite beaucoup avec, principalement dans le cadre de villes, en avant-projet sommaire, où il y a beaucoup de possibilités. Et je sais dès le départ qu'ils ne vont pas faire ce sur quoi on travaille, que ça va être des éléments qu'on va leur donner pour leur réflexion et que ça va évoluer. Au cours des différents échanges et avec un nombre d'essais-erreurs et d'itérations qu'on ne va pas mentionner, j'ai remarqué que ma tendance naturelle et ceux des développeurs, c'était plutôt d'aller vers les personnes les plus techniques, les ingénieurs spécialistes dans les villes, etc. Et qu'au final, ce n'était pas forcément eux qui avaient la vision globale de l'objectif final du projet. Et qu'on arrivait à avoir des spécifications assez complexes, parce que entre gens techniques, on se comprend, on veut faire tel bidule, tel machin, et puis si on rajoute un petit module par ici, et qu'on se laissait embarquer à définir le besoin à partir de possibilités techniques, alors que si on arrivait à avoir quelques échanges avec des personnes qui géraient le projet peut-être à plus haut niveau, qui étaient les décideurs ou aussi proches du décideur final qu'on avait, on avait des caractérisations qui n'étaient plus du tout techniques, mais qui étaient vraiment en termes de besoins. Typiquement, pour prendre l'exemple de Strasbourg, l'idée c'était de changer l'image de ce quartier et d'avoir un quartier haute qualité de vie. Qu'on développe le réseau de chaleur pour limiter les petites chaufferies individuelles, qu'on limite le trafic, qu'on décale l'autoroute ou pas, quelque part, c'était pas son besoin à lui. Lui, son besoin, c'était
un quartier à haute qualité de vie. Pareil sur Pardieu, c'était avoir un espace vivable. Comment on fait, c'est pas grave. Et du coup, à partir de là, on peut déterminer un bon niveau de modélisation, les indicateurs. Sur les indicateurs, qui étaient l'objet de ta question, pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a une partie qui sont, entre guillemets, indispensables pour répondre à certains besoins. On a besoin des niveaux de pollution de l'air pour calculer l'impact sur la santé et faire une analyse économique. Et il y a des indicateurs, je dirais, développés selon les besoins du client final qui veut voir une chose ou une autre. Et c'est typiquement ce qui a été fait sur le projet européen Response dans son application sur Dijon, où ils ont fait appel à un ergonome qui a été voir les différents utilisateurs de la data platform qu'ils développaient, en disant qu'est-ce que vous voulez, comment vous allez l'utiliser. Et donc c'est un spécialiste et pas un développeur de modèle, c'est un mec dont la spécialité c'est de concevoir des choses pour les utilisateurs finaux, qui a été voir les différentes personnes et qui a permis de faire les spécifications. Donc beaucoup d'interactions et accepter de revoir son projet régulièrement. Je me lance, ok. C'est sûr que on peut avoir tendance, nous en tant qu'ingénieurs et chercheurs, faire des visualisations dans tous les sens, des graphes super compliqués, on adore ça, on pourrait y passer notre journée, mais on s'éloigne encore plus justement de potentiellement trouver un marché ou des clients, à notre plus grand désarroi, mais on essaye justement, pour le rendre intelligible, c'est ce qu'on a fait avec l'application GQuery, qui était sur de la modélisation d'autres choses, de s'entourer de gens qui font du design digital, c'est d'autres métiers, c'est d'autres manières de voir les choses. Et ils nous ont accompagnés déjà sur le développement de l'application, une agence de design. Et là, on est retourné les voir avec du coup Planétaire, là, le logiciel que j'ai montré rapidement. Et il a fallu pas mal d'échanges pour qu'ils comprennent déjà ce qu'on pouvait faire, ce à quoi ça servait, vers où ça allait. Et quand je leur ai dit comment est-ce qu'on pourrait proposer, est-ce qu'on le montre de cette manière-là et tout, ils me disaient je sais pas parce que moi j'ai toujours pas compris grand-chose à ce que vous faisiez. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront pas non plus. Et en fait, il a plutôt reposé les choses complètement à plat. Et ce qui pour nous était quelque chose qui méritait même pas forcément qu'on s'y attarde, il me disait mais si on montre déjà juste ça, qu'on arrive à passer juste ce message-là, peut-être que tu arriveras à toucher des gens qui derrière pourront engranger et aller voir les personnes, les experts qui s'intéressera quoi. Il faut des fois peut-être le modèle peut faire plein de choses. Ce qui est important, c'est toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, être conscient de ses limites, mais aussi être conscient de ce qu'il apporte par rapport à l'existant. Qu'est-ce qu'on fait sans le modèle quoi. Je pense que ça c'est important. Oui, Lionel, tu disais le modèle peut fermer des choses, mais je rejoins tout à fait. Ça peut aussi ouvrir plein de choses qu'on va se dire, point de vue technique, c'est fun de faire ça, de faire tel indicateur, mais qui va juste rendre le message incompréhensible. Échanger avec les gens, voir ce dont ils ont besoin. Et pour moi, c'est beaucoup partir du besoin final et pas forcément de l'outil. C'est ce que je disais à un moment, quelque part, les réflexions que j'ai, moi, parce que j'ai pas d'outil en tête au final, sont agnostiques au modèle, et d'essayer de remonter vers le modèle. Après ça, j'ai complètement conscience que c'est une vision très théorique, très tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. On a quand même des contraintes derrière, techniques, etc., qui imposent certains modèles, et ensuite on travaille.
Je ne suis pas sûre qu'on puisse, sans accompagnement, avoir des... Enfin, c'est complètement une réflexion encore ouverte, mais avoir des gens qui jouent avec le modèle facilement. Effectivement, ce matin, je ne sais plus qui disait, quelqu'un disait on peut instancier le modèle et avoir ensuite quelques curseurs qu'on peut bouger pour voir. Quand on a des activités de participation au-delà de nos interlocuteurs habituels, que ce soit décideurs dans une ville ou participation citoyenne, on a souvent des gens avec. C'est-à-dire c'est un atelier où les acteurs jouent avec le modèle, mais avec les experts derrière. Parce que sinon, soit si c'est des curseurs, c'est très frustrant au final, parce qu'on va avoir réduit sur un tout petit univers de choses qui ne donnent pas des choses trop idiotes. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un fasse une copie d'écran et panique parce que sa maison elle est dans le rouge ou l'école de ses gamins elle est dans le rouge sur des trucs, alors que c'est qu'il a mis des paramètres impossibles, donc on va réduire tellement que ça... Et du coup, souvent on passe par des ateliers en fait, et on ne laisse pas ouvert en général. Il y a toujours un mais. Oui, on a des expériences avec deux types de modèles. Un gros jumeau numérique qui modélise tout, fait tout, je caricature, mais pas loin, à la fois le transport, les déchets, les réseaux, qui a notamment été déployé sur Singapour de façon assez... qui a fonctionné sur Singapour, j'arrive plus à trouver le mot. Notamment parce que Singapour, c'est une ville avec plus ou moins un régime qui a la haute main sur les données, dirons-nous de façon pudique ici. Et du coup, l'idée, c'était de modéliser, d'avoir une modélisation aussi complète que possible. Ça fonctionne, c'est très cher à développer, c'est très cher à réinstancier sur une autre ville. Parce que, mine de rien, plus on complexifie l'écosystème, plus chaque chose est spécifique. C'est pas, on n'a pas juste copié-collé des villes, je suppose qu'il y a des endroits où ils le font, mais Singapour et Lyon, c'est pas pareil. Et du coup, c'est pas, ça peut être utile, peut-être, probablement, si une ville veut faire un suivi ou avoir quelque chose de stable dans le temps, mais la réplication était difficile. Un autre exemple qu'on a, c'est justement ce qu'on fait sur Response, où c'est plus ce que tu disais dans la deuxième partie, des indicateurs. C'est-à-dire qu'on ne modélise pas tout dans la plateforme, mais on récupère des flots de données qui viennent de capteurs, de modèles, de peu importe, et on montre les indicateurs. Et ça, quelque part, il faut encore spécialiser parce que ce n'est pas toujours effectivement les mêmes données, les mêmes flux, mais il y a moins de gestion des interactions directement dans l'élément. Ça marche mieux a priori les jumeaux numériques quand on reste sur une entreprise, un réacteur, ils en ont fait pour des salles blanches d'hôpital où il faut vraiment des salles d'opération hyper stériles. Là, c'est un petit environnement, ça marche pas mal. Je dirais que la deuxième question derrière, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir un jumeau numérique d'une ville qu'on sait que le temps qu'on finisse le jumeau, il sera plus juste puisque la ville aura évolué. Qu'est-ce que ça peut apporter sur le long terme ? Ça peut apporter des choses, hein. Ce n'est pas une négation, il y a d'autres entreprises qui le font encore, mais d'avoir aussi cette réflexion-là en fonction des différents projets peut-être aussi. Expérience sur les jumeaux numériques aussi. Dans l'utilisation probablement du même sur un projet qu'on a fait sur le Caire, sur le centre-ville du Caire, sur de la végétalisation. Et c'est un projet qu'on avait présenté à la COP 27. Et là, ça avait été assez laborieux, effectivement. Et pourtant, on était sur un nombre de verticales, parce que c'est ça qu'on utilise dans le jargon des jumeaux numériques.
C'est vertical. La verticale météo, la verticale transport, la verticale qualité de l'air, la verticale bruit, la verticale je ne sais quoi. Et l'idée de base, c'est que on aura tout sur le même plan et on pourra établir des graphes entité-relation très considérables de manière très simple. C'est pas vrai. De manière très simple, c'est pas vrai. Donc, je partage complètement cette expérience-là. Par contre, sur l'idée que si on se cantonne à quelque chose de, justement, pas trop de vertical, avoir un modèle qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur une usine, et faire en sorte que, à côté de ce modèle déterministe, on réussisse à établir un modèle tangent, qu'on applique une IA à l'examen des résultats, et qu'ensuite on en tire quelque chose qui peut donner une réponse très rapide sur un projet de modification de l'installation, du type installation d'un filtre particulier ou d'un biofiltre différent sur telle ou telle partie de l'usine, ça j'y crois beaucoup. Ça j'y crois beaucoup parce que justement, pour le coup, on restreint le domaine d'intervention, on le fait sur un système qui en principe est fait pour tourner tout le temps de la même manière, c'est une usine, une centrale nucléaire, c'est pas censé changer de mode de fonctionnement toutes les 5 minutes, on espère, du moins. Et là, j'y crois. Mais c'est pour ça que, après tout, les gens qui ont commencé à faire des jumeaux numériques pour l'environnement viennent beaucoup de l'industrie. Je pense sans doute au même que vous. Oui, tout à fait. Effectivement, voilà, c'est l'idée d'un truc industriel qu'on clone sur d'autres circonstances. Et comme souvent, on commence très grand et puis ensuite on est confronté aux réalités. Il est mort. Voilà, ma question c'était sur l'IA. Voilà, quelle place de l'IA dans la modélisation urbaine et des bâtiments, et quelle place aujourd'hui, quelle place demain. Voilà, je vous laisse. Au même titre, je pense que la première niveau de réponse que j'ai, c'est au même titre que les capacités de calcul ont augmenté drastiquement dans les dernières années et vont continuer à faire pareil. Les niveaux de données disponibles, on va de même, quoi. On commence à en avoir de plus en plus disponibles à plein d'échelles différentes. Je pense qu'il y a une manière de s'en servir. Il y a quand même beaucoup de ce que nous, on constate, ou du moins au niveau auquel j'utilise l'IA dans les outils qu'on développe. Il y a beaucoup de répétabilité. Il y a des choses assez similaires quand même qui se passent. Ce que je disais tout à l'heure, hein, si on a 1000 personnes qui sont passées sur un brin routier de 50 mètres avec 3% de pente qui finit par un feu rouge, si on est à Lyon, à Rouen, à Rennes, c'est à 6h du matin ou à 19h, il y a de bonnes chances qu'un Euro 4 diesel émette les mêmes niveaux de polluants parce que la conduite sera un peu la même. Du coup, c'est vraiment vers ça, je pense, qu'il faut aller et que ça peut aider à accélérer la partie des calculs. Pour ma part, je ne viens pas de la CFD, je viens plutôt de l'automatique où on cherche à faire des modèles potentiellement largement simplifiés par rapport à ce qu'il existe, donc ça ne me choque pas trop de faire ça, tout en ayant encore plus de vigilance sur le niveau d'applicabilité, le domaine d'applicabilité du modèle, parce qu'on sait que l'IA en extrapolation n'est pas loin d'être le meilleur, quoi. Je pense que sur le long terme, l'IA est incontournable.
Alors, encore une fois, je ne suis pas modélisatrice, donc je ne m'en sers pas en direct. À l'heure actuelle, je dirais qu'il y a un risque. Quelqu'un qui travaille avec l'IA, qui s'occupe de développement, me disait l'IA est faite pour donner des résultats qui ont l'air vrais, mais qui ne sont forcément vérifier que les résultats sont vrais. Donc, ça refroidit un peu sur le principe. Oui, on va y arriver. Tout le monde s'en sert. Il manque, notamment pour des modèles basés données, on va y arriver. Peut-être pour faciliter la compréhension de certains résultats, en particulier des phénomènes où le process est répétitif, mais les résultats peuvent varier. Ça peut avoir une valeur. C'est sûr qu'on va y arriver. Comment ? Pour moi, c'est pas forcément clair à l'heure actuelle, effectivement. Peut-être qu'il faut être aussi vigilant sur tous les processus urbains n'ont pas la même puissance de statistique. Le trafic, on le voit bien, même s'il y a des événements extrêmes qu'on ne saura pas forcément bien décrire. Il y a beaucoup d'autres processus où il n'y aura pas suffisamment de puissance statistique pour inférer des modèles. La petite voix m'a dit qu'il fallait se tourner vers la salle. Il y avait d'autres questions, mais peut-être que les questions de la salle nous y amèneront, sur l'économie des modèles, sur les pour l'année prochaine. On fera ça l'année prochaine. Alors, je se tourne vers la salle. Et donc, si vous avez des questions, on va donner un micro à Éléonore. Comme ça, elle pourra faire passer le micro. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Oui, Gilles Gestière. Bonjour, merci tout d'abord pour cette table ronde très instructive et très riche. Je me posais des questions sur, effectivement, mais là, la question a commencé à être posée tout à l'heure sur le rôle de la donnée. Et en particulier, ça a été dit tout à l'heure par Madame Pers, le fait que la donnée va pouvoir évoluer au cours du temps et comment, en fin de compte, le modèle peut venir se nourrir de cette donnée qui va pouvoir évoluer. Je me rappelle d'un programme qui s'appelait, où il y avait Eifer d'ailleurs, qui s'appelait Modélisation urbaine Gerland, où c'était vraiment un problème parce que quelque part, on se retrouvait avec une donnée de 2014 alors qu'on était en 2016 ou 2017 et on avait du mal à faire évoluer, on va dire, les modèles. Les modèles en fonction. Puis la petite question qui va avec va être sur un moment, on parlait de résolution, d'incertitude, on peut aller jusqu'à incertitude. Et je me posais la question sur, aujourd'hui, on parle beaucoup de calcul, mais on parle aussi de développement durable. Est-ce qu'il y avait un intérêt à prôner l'incertitude et dire qu'on n'a peut-être pas des fois besoin de quelque chose de très précis, voire on peut faire l'éloge du temps long, c'est-à-dire on peut peut-être mettre plus de temps pour le calculer, mais en consommant moins de ressources. Donc, sur les modèles, je me demandais si vous aviez ce genre d'approche aujourd'hui dans la construction des modèles. Merci. Alors oui, sur le projet modélisation urbaine Gerland, c'était le grand frère de celui sur Pardieu là, que j'ai montré. C'est exactement une des raisons pour lesquelles je disais, dans certains cas, sur ce que je fais moi, en avant-projet sommaire, c'est pas du tout le cas quand on parle de choses beaucoup plus immédiates, accidents industriels, etc., c'est un autre contexte. Pas forcément rechercher l'exactitude autant qu'on peut en prenant les différentes échelles, etc., parce que le temps qu'on ait fait le tour de toutes les données, c'est déjà plus valide. Et du coup, effectivement, on va avoir tendance, dans certains cas, à sacrifier ou à faire un compromis, pour rester plus positif, entre l'exactitude scientifique, où je sais que si je prenais tel modèle, on pourrait faire quelque chose de vachement mieux, et d'avoir quelque chose d'un peu plus simple, qu'on peut mettre à jour plus régulièrement avec des nouvelles données, des nouveaux scénarios, une nouvelle version du projet, une nouvelle... oui, ça fait partie des compromis. Ça fait partie des choses que j'ai apprises au fur et à mesure d'être dans cette position entre les différents éléments. Et la deuxième question, c'était sur comment les modèles se nourrissaient des données, c'est ça ? Sur le fait que les modèles sont un peu gourmands en ressources et peut-être... Ouais, alors ça dépend. Quelque part, oui, c'est pareil, de se dire combien de temps je suis prêt à faire tourner mon modèle pour avoir un résultat, en sachant que si j'ai 3 mois, je vais avoir quelque chose de mieux. Et c'est encore une fois un compromis.
On a des modèles CFD extrêmement puissants qui peuvent suivre la petite particule dans toute la ville, mais il me faut plus de temps de modélisation que du temps réel. Il y a des modèles beaucoup plus simples qui vont donner des résultats beaucoup plus approximés. Encore une fois, je dirais que c'est beaucoup dans la présentation des résultats, être très clair sur les limites, de dire là j'ai pris un bruit de fond stable de telle année, et que si on construit un parc industriel à tel endroit, ou si telle chose ferme, on ferme une centrale thermique, ça va avoir des conséquences qu'on n'a pas prises en compte, et d'être très clair sur ce qu'on prend en compte et ce qu'on ne prend pas en compte, et ensuite de faire admettre aux gens que oui, c'est pas parfait, c'est pas le plus simple. J'ai un peu de mal à répondre là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à en faire trop. Et par contre, ce que vous avez dit sur les... Je pense à l'évolution du changement climatique. Si je me dis, voilà, sur les 20 dernières années, regardons les études d'impact et voyons quelles ont été les conditions de fond qui ont été prises pour la température ou au bout de 20 ans d'exploitation. Je pense qu'il y a des questions à se poser. Évidemment, les gens qui exploitent des centrales nucléaires se les posent depuis des années. Il y a des gens qui s'occupent de changement climatique. Mais je pense que dans le cas général, ce n'est pas aussi vrai que ça. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu à cause du changement, ou qui vont avoir lieu dans le cadre du changement climatique, qui mériteraient qu'on revoie beaucoup d'études d'impact un peu sommaires qui ont pu être faites ces dernières années. Du coup, je tempérerai sur le bruit de fond. Si on a les données qui existent, comme des projections climatiques, on peut s'en servir. Oui, j'ai pas fait la différence. On a des projections climatiques relativement fiables, on n'a pas de raison de ne pas s'en servir pour un projet à 20 ans. Par contre, on ne sait pas si tel industriel sera encore là dans 20 ans. Voilà, je ferai cette nuance-là, effectivement, ce qui n'est pas une nuance d'ailleurs, qui est capitale dans le contexte du changement climatique actuel, et on ne peut pas se passer de projection climatique au moins. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y. Non, j'en avais, mais je vais la garder pour moi. Je vais venir embêter nos collègues à la pause, car nous devons rendre l'amphithéâtre à 17h, dernier carat. Et donc, je vais me taire. Et nous avons une présentation après, donc je vais venir vous embêter à la pause. Pour l'année prochaine. Ce sera pour l'année prochaine. Bon, et bien, sur ce, puisque la chef nous a... je voulais vous remercier beaucoup pour votre présentation et votre participation à cette table ronde. Et puis donc, le temps est à la pause café.